Colossale, majestueuse, grandiose, les superlatifs ne manquent pas pour décrire ces montagnes de légende. Bienvenue dans les Pyrénées béarnaises. Là-haut, Isa, c'est le palace qu'on voit. C'est ça. C'est le plus haut de la vallée. La vallée des Sceaux. Pays de nature, le Béarn, c'est aussi un pays de tradition et d'authenticité. Nous, on a fait le choix de rester aussi à la ferme au Chaudron parce que j'aime ça, toucher le cahier, ressentir comment il sèche, comment il évolue. Avec des trésors insoupçonnés. C'est une rivière unique en France parce que c'est la dernière à accueillir des grands saumons. Et des édifices au passé chargé. Oh là là, mais c'est grand, c'est immense même. Nicole, tu n'as pas dit que c'était si grand. Pour nous guider dans ce voyage, 4 habitants de la région se donnent le relais. Amoureux des grands espaces et de la nature, Jean-Mi a choisi de devenir professeur de VTT pour rester vivre dans ces montagnes qu'il affectionne. C'est un beau pays, quoi, tu vois. Je comprends pourquoi on reste là, quoi. Côté gastronomie, nous suivrons Henri, un chef cuisinier de renom, incollable sur les spécialités locales. Ce qu'il faut expliquer aux gens un peu qu'on ne jette pas le gras quand on mange un bon jambon, du vrai. La directrice de l'Office du tourisme de la vallée d'Aspe, Régine, nous guidera à travers l'histoire du Béarn et ses édifices. Mais tous les chemins mènent à Saint-Jacques, hein. C'est pas ça qu'on dit? Tout à fait. Et pour découvrir toute l'étendue des savoir-faire du Béarn, nous pourrons compter sur Michel, incorrigible curieux, qui n'hésite pas à donner de sa personne. Ça me donne soif. On peut le goûter, ton vin? En route pour un grand bol d'air frais dans les Pyrénées béarnaises et ses vallées d'exception. Notre périple débute dans ces montagnes pyrénéennes qui rythment la vie des habitants de la région. Et pour mieux connaître ces grands espaces, Jean-Mi nous emmène au lac de Fabrège, dans la vallée d'Ossau, direction le petit train d'Artoust, chemin de fer touristique offrant une vue imprenable sur la vallée du Sousouéou. Pour se rendre à la gare de départ du petit train, en fait, on est obligé de prendre cette télécabine. C'est une télécabine qui va nous permettre de monter en altitude, en fait, et donc d'arriver à 2000 mètres à la hauteur du petit train, en fait. Ce qui en fait une des lignes ferroviaires touristiques les plus hautes d'Europe. À la station d'Artoust, tout le monde se connaît. Salut Isa, ça va? Ça va et toi? À peine arrivé, Jean-Mi croise une de ses amies, Isabelle. Allez, train de 10 heures, c'est parti. Une fois passé le tunnel de l'Ours, les paysages époustouflants défilent. Pas de quoi impressionner Jean-Mi et Isabelle. Toi, du coup, Isa, tu le prends tous les jours, ce petit train, là. C'est ton métro, en fait. C'est ça, c'est mon métro. Moi, je travaille dans un bar à l'arrivée et ouais. forcément, il n'y a pas d'autre accès possible, quoi. C'est-à-dire que c'est le télécabine le matin, c'est le petit train le midi et puis le soir, retour en petit train aussi parce qu'il n'y a pas d'autre moyen d'embaucher, quoi. Et c'est quand même la classe. Du coup, c'est pas mal, quoi. En bon connaisseur des Pyrénées, Jean-Mi connaît toutes les montagnes et leurs secrets. Et tu vois, du coup, Isa, là-bas au fond, donc c'est les montagnes de Gourette. Et moi, c'est derrière ça que je fais du vélo, c'est vers le col d'Aubisque. Ok. Juste en contrebas, et puis donc après on descend. Du coup, c'est la moulade qu'on voit, c'est ça? Ça, c'est la moulade, voilà, exactement, Ok. tu vois, et on a le pic du Gers qui est à côté, mais qui est caché. Ces montagnes marquent la frontière avec l'Espagne. Un pic en particulier se partage les deux nationalités. Là-haut, Isa, c'est le palace qu'on voit. C'est ça. Et c'est le plus haut de la vallée. La vallée d'Ossau. Il est à 2974 ou à 2914? 74. 74. Merci, Isa. C'est ça. Le petit train, c'est aussi un voyage au cœur de la faune des Pyrénées. Aujourd'hui, Isabelle et Jean-Mi aperçoivent même des vautours. Et en bas, il y en a un autre en bas, tu le vois sur le... Ah ouais, il y en a un autre là-bas, ouais. Il doit y avoir doit y une avoir une carcasse ou carcasse. quelque chose qui traîne. Quelle chance, quel beau paysage, quelle chance. 50 minutes d'air frais et de pentes escarpées plus tard, les avis sont unanimes. Je trouvais que c'était formidable. Superbe, franchement c'est à faire, on voit toutes les concrétions, les chaos, c'est époustouflant. Ça permet de découvrir la montagne de plus près, on a vu plein de framboises, des fleurs. Beaucoup de fleurs. Une marmotte. Et le site est magnifique. Et tandis qu'Isabelle a filé en trombe pour prendre son poste, Jean-Mi s'attaque à la petite randonnée de 20 minutes menant à un lac bien caché. Et bien voilà, le lac d'Artoust. Un calme olympien et 56 hectares d'une eau bleue à faire pâlir les yeux de Laurence d'Arabie. Et du fait de la période, en fait, là, on est au mois de septembre, et donc du coup, il n'y a pas grand monde. On serait là au mois de juillet ou au mois d'août, c'est sûr qu'il y aurait vraiment plus de fréquentation. Et là, au final, la montagne, elle retrouve ses droits, elle retrouve son calme, et c'est pas mal, quoi, du coup. Pour Jean-Mi, l'enfant du pays, la sérénité de ces montagnes béarnaises représente un idéal de vie.
Notre gastronome, Henri, lui, a choisi l'option bon vivant. Nous le retrouvons à Oloron-Sainte-Marie, capitale du Haut-Béarn. Aujourd'hui, Henri a une responsabilité de taille. Il est président du jury de la Garburade, le championnat mondial de la garbure. Oula! La garbure, c'est la spécialité locale incontournable du Béarn, composée de viande sèche ou confite et de divers légumes mijotés avec amour et surtout patience. Vous avez la tomate là. Ça ajoute une acidité à la garbure qui s'ajoute à l'acidité du chou et l'amertume du poireau. Donc on n'améliore rien avec la tomate dans la garbure. Que les candidats se rassurent, la recette n'est pas inscrite dans le marbre. La compétition existe depuis plus de 20 ans et cette année, le record a été battu. Ce sont 30 équipes qui s'affrontent pour décrocher la palme de la meilleure garbure. Moi, les arômes, ça va. Effectivement, il manquerait peut-être un petit peu de sel. Le poivre, je pense que c'est pas nécessaire. Michel et son équipe viennent de Gironde. C'est la première fois qu'ils participent à la compétition. Alors forcément, les conseils et les avis du jury sont écoutés avec attention. Voilà une garbure qu'on pourrait appeler une garbure très riche. Elle a quand même, à l'aspect, un équilibre intéressant qui se confirme en saveur. Ce qui fait qu'en effet, il n'y a pas de dominante ni en teint ni en gras, ni en truc. Ce qui fait qu'en principe, c'est une très bonne garbure. Est-ce qu'elle sera lauréate? On n'en sait rien. Mais elle fait partie des garbures très équilibrées, bien faites et pour lesquelles on a envie de manger, même par moins 5 degrés. Merci beaucoup. Si je peux me permettre de vous apporter une précision, c'est permis. Nous, c'est la première année qu'on participe. Non, mais c'est souvent les candides qui réussissent le mieux. Bon, non, voilà. Merci beaucoup pour les compliments. On n'a pas trop dégraissé, on n'a pas encore mis les haricots. On n'a pas encore mis les haricots? Il faut les mettre. Hein. Comme dit un dicton local, la vérité, c'est comme la garbure. Il faut savoir l'assaisonner. Le sel, ça va? Mais trêve de discussion, à 18h, les équipes doivent rendre leur tablier et leur garbure. Avant ça, la tradition veut qu'une procession de marmites fasse le tour de la place d'Oloron-Sainte-Marie. On est en train de faire la procession des garbures. Beaucoup de respect pour la garbure. Ce fameux plat digne de nos ancêtres. Beaucoup de respect. Mélange de légumes, de morceaux de viande restant au fond, des garde-manger, pas de frigo, de garde-manger. Aujourd'hui, c'est ce défilé-là. On honore nos ancêtres. C'est aussi ça, la garbure. Un hommage au potager et au saloir d'antan. Un amour du goût que le jury garde à l'esprit lorsqu'il délibère. C'est joli, celle-là, hein? C'est équilibré. Vraiment, je trouve très équilibré, ça. Belle, celle-là. Et pendant que les notes s'alignent, la pression monte pour Michel. Au début, c'était pour montrer que nous, Girondins, dans un milieu basco-béarnais, on pouvait apporter quelque chose. Mais après les 2 ou 3 derniers jours, on a été sur Internet, on a vraiment essayé de... Mais vraiment, et là, à l'instant T, où le jury va proclamer, on aimerait trop être premier, quoi, je vous promets. Le premier prix, avec 206 points, les amis du Cangra. Raté pour cette fois, mais Henri trouve le mot juste pour redonner le sourire à chacun. Bravo à tous les garburadiers, parce qu'ils font un magnifique effort de promotion pour la culture béarnaise. Et ça, je vous félicite. Continuez, revenez nombreux, quel que soit le résultat, vous êtes tous des supermans. Ce sont donc 1500 héros qui se retrouvent le soir autour d'un banquet géant, où chacun déguste en entrée de la garbure, bien sûr. Pas de doute, dans le Béarn, on sait recevoir. La preuve, on y trouve des hébergements surprenants qui nous transportent vers des aventures pleines de cap et d'épée. Alors si l'envie vous prend de croiser le fer, direction le village d'Aramis, dans la vallée de Barretous. Notre ambassadeur, Michel, rejoint Michel, au féminin cette fois, propriétaire d'une maison d'hôte un peu particulière, le château de Porthos. On va voir ce qu'on trouve dans ce joli petit château, ou gentilhommière. Hein. Harmonie des proportions, sobriété de style, cette maison, construite fin 16e, début 17e siècle, est caractéristique de l'architecture du Béarn. Ah oui. Le sol avec les petits cailloux du Gave et les meules de moulin. Et les meules du moulin de Domecq. Et la meule ici pour concasser le grain. Oui. Là, on est dans la partie la plus ancienne du château. Ouais. La partie primitive. Ouais. Ici, il y a la petite galerie béarnaise. Ça mène à la salle de bain, ouais, d'accord. Voilà. Et la hauteur de la porte. À la hauteur de la porte, là, on n'y peut rien. C'est ce qui démontre la hauteur des personnages à l'époque.
Mais la grande fierté de la maîtresse de maison, c'est son escalier aux dimensions impressionnantes. Ça, c'est effectivement le plus beau de la maison. Escalier monumental, ouais. Il y a quelque chose qui est caractéristique, c'est les clabuches. C'est les clous, oui. C'est que des clous forgés, mais partout. Les clous forgés à la main. Et là, on voit les traces d'herminettes. Et là, on voit toutes les traces L'herminette, c'est l'outil qui a servi à tailler ces marches en bois d'origine datant de Louis XIII et qui font remonter le temps aux hôtes de la maison, attirés par la légende du château. Rentrez, excusez-nous. Monsieur, dame, bonjour. Vous venez d'où? On vient du Pays Basque et on est originaire d'Auvergne, de Clermont-Ferrand. Ah, c'est bien. Vous êtes tombé ici, je présume pas par hasard, non? Qu'est-ce qui vous a fait venir dans ce... Non, pas par hasard, parce qu'on cherchait une chambre d'hôte de charme pour avoir un petit peu, finir notre séjour un peu de façon un peu romanesque. Et le nom du château de Porthos a évoqué plein de choses qui font qu'on a eu envie de venir découvrir cet endroit. La légende raconte que le premier maître des lieux, Isaac de Porto, est revenu finir ses jours dans ce château. S'il a bien fait partie du GIGN de l'époque, le corps des mousquetaires, c'est Alexandre Dumas qui a créé et immortalisé le personnage de Porthos dans son best-seller Les Trois Mousquetaires. La fine équipe du roman est présente dans toute la maison, à commencer par le nom des chambres. Porthos, bien sûr, dans laquelle notre couple d'Auvergnats est parti s'installer, mais aussi Aramis, Athos et enfin Milady, la belle et cruelle espionne de l'histoire. Pourquoi Milady? En fait, il y a 4 mousquetaires, mais il n'y en a que 3 qui sont d'ici. Oui. D'Artagnan et du Gers, donc ils n'avaient rien à faire, tu comprends, ici. Bon, on n'allait pas mettre Monsieur Tréville, il a son château là à 10 km. Oui, à côté. On a dit, on va mettre Milady. C'est pas forcément la meilleure, mais bon. Dans son château, Michel a su conserver les traces du passé tout en donnant aux pièces de nouvelles fonctions. Ici, on a les cuisines, les anciennes. La cuisine, mais il y a le billard dans la cuisine. Bon, nous, on en a fait une salle de billard. Oui, d'accord. Mais, tu vois, avec... Les anciens fourneaux. On mettait des braises ici, ça tenait les soupes et les sauces chaudes ici. Oui, tout à fait. Voilà, et les viandes rôties qui avaient été rôties à la cheminée, on les mettait là pour les tenir au chaud. Voilà. Ça, c'est l'ancêtre de la cuisinière. Ça, c'est l'ancêtre de la cuisinière, absolument. Alors, tu vois, cette pièce-là plaît beaucoup aux gens. Ils trouvent beaucoup d'authenticité dans cette pièce, c'est la plus authentique, effectivement. Pour découvrir ce lieu de légende, les visiteurs viennent de toute la France et parfois même du bout du monde. Alors, on a beaucoup de Japonais, parce que les Japonais sont friands de mousquetaires, à tel point qu'il y a une association des mousquetaires à Tokyo. Et on a des hôtes qui sont venus. Tiens, je vais te montrer, je crois que je l'ai là. Oui, je l'ai là. Et en fait, c'est une méthode pour apprendre le français à partir des mousquetaires. À partir des mousquetaires. Alors, tu vois, alors là, ils ont voilà, ça c'est la maison. Tu vois, ils ont mis les petits sigles Porthos, Milady. Tu vois. Et tout ça, c'est, voilà. Goûtez ces madeleines, mesdemoiselles, elles sont délicieuses. Alors ça se dit comme ça. Mais alors là, ils sont venus. Fougue, intrépidité et bravoure, les valeurs des mousquetaires, ce sont aussi et surtout des valeurs béarnaises. Dans la région, on n'a jamais hésité à affronter l'ennemi. Et pour se protéger, on a construit des édifices imprenables. Dans la vallée d'Aspe, sur la commune de Borse, notre amatrice de vieilles pierres, Régine, se sent toute petite. Au pied d'un monument majestueux, elle rejoint Nicole, qui est guide à l'écomusée de la vallée d'Aspe. Ensemble, elles vont remonter le temps en visitant Portalet, un fort au destin incroyable. Tu vois, Régine, aujourd'hui, tu as de la chance de pouvoir rentrer dans le fort du Portalet. Le gouverneur n'est plus là, donc tu n'as plus besoin de donner ton identité dans ce lieu. Tant mieux. Nous pouvons y rentrer. J'avais rien prévu. Il a fallu seulement 12 ans de grosses œuvres et 10 ans de finition pour construire ces 21 hectares de bâtiments. Mais c'est grand, c'est immense même. Nicole, tu l'avais pas dit, c'est grand. Mais tu n'as pas tout vu. La construction du fort débute en 1842. La France et l'Espagne ne sont alors pas en très bons termes. Le roi Louis-Philippe frissonne à l'idée d'une invasion ennemie et décide la construction d'un fort protégeant la route entre les deux pays. Alors je suis pas stratège, mais c'est vrai que quand on regarde le paysage ici, on voit que la vallée est très très serrée. Et donc c'est peut-être pour ça qu'ils ont choisi cet emplacement qui naturellement est déjà un peu difficile d'accès, puisque l'Espagne, c'est par là, c'est ça C'est ça, on est bien par là. Donc l'ennemi viendrait de là, et on place ici
Un barrage. Ce n'est pas un hasard si ce fort se trouve ici. Évidemment, le comité de fortification, lorsqu'il est arrivé, il n'a pas trouvé ce lieu du premier coup. Il avait fait plusieurs projets en bas de la vallée, mais ce n'était pas judicieux. Plus haut, mais ça coûtait beaucoup trop cher. Donc il y avait déjà l'existence d'un premier fort et du coup, il s'est dit peut-être qu'ici, je pourrais bien faire mon fort. L'édifice prend alors le nom de l'ancien péage médiéval de la vallée d'Aspe et devient le Portalet. Ça continue. Oh là là. Avec près de 800 mètres de dénivelé, autant dire qu'il faut aimer grimper. Bon, Nicole, moi là je suis perdue. On a monté des escaliers, on a des couloirs, des galeries. Tu m'as dit que c'était grand, mais je ne vois plus trop vers quel côté on regarde. Tu es passé à la Poudrière et maintenant nous sommes sur le chemin de Rome. Les soldats ici, ils étaient peut-être pas très motivés parce que là, il fait pas froid aujourd'hui, mais on sent un courant d'air continu. Ça ne devrait pas être très drôle un hiver ici, non ? Je crois qu'ils n'ont jamais pu dire s'ils ont vraiment souffert. Il n'y a pas eu de combat dans le fort du Portalet, rien ne s'est passé. Donc ils n'ont pas forcément vécu dans cette partie haute du fort du Portalet. Pourtant, les constructeurs, légèrement craintifs, avaient tout prévu en cas d'invasion étrangère. Voilà. Oh, mais on est très haut là, dis donc. Tu as fait 100 mètres de dénivelé. Tu es à 793 mètres. Et alors ici, comme tu vois, tu as les volets, on a de la chance. Les portes et les volets sont restés. Ils sont même blindés. Et là, on se demande bien quand on a ce paysage, mais quel était le risque lorsqu'on était ici? Mais vous avez quand même imaginé que des troupes pouvaient arriver par cette montagne de cristallière. Hein. Vraiment, quand on a peur, on est prêt à tout, parce que c'est impensable qu'une troupe puisse arriver par cette falaise. Au final, les seules batailles que ces murs ont abritées ont été des batailles d'oreillers, car en 1925, Portalet est abandonné par l'armée et loué à une colonie de vacances jusqu'en 1939. C'est alors qu'une nouvelle page se tourne pour le fort. Voilà, tu es donc dans le pavillon des officiers, les chambres des officiers qui sont devenues par la suite les cellules des prisonniers, donc en 1941. Les prisonniers, alors il n'y avait plus d'officiers en 1941, il y avait... C'est plus un fort, alors c'est une prison? C'est une prison d'État. Avec des prisonniers de renom, dont 2 présidents du Conseil, Édouard Daladier et Léon Blum, emprisonnés sur ordre du maréchal Pétain. Des prisonniers de première classe qui bénéficiaient d'un certain confort. Tu vois ici, il fallait bien qu'ils se chauffent, donc il y a encore les traces ont été positionnées, les radiateurs. Et ils avaient également une cheminée. Ouais. Et puis ici, tu peux imaginer une cloison, c'était les toilettes, donc ils avaient un peu d'intimité quand même. Et puis ici, un lavabo, regarde, tu devines encore l'emplacement du miroir. Du miroir, ouais, je vois bien. Daladier et Blum ne sont restés emprisonnés que quelques semaines. Ironie du sort, Pétain a lui aussi fait un séjour de 3 mois dans ce fort aux multiples vies. Continuons notre parcours sur une note plus joyeuse et surtout plus appétissante. Allez les filles, voilà, allez. À 4 km d'Oloron, notre gastronome, Henri, se rend chez Olivier, un fermier passionné de 34 ans. Je suis content de te voir. Alors là, tu te promènes? Je ne pouvais pas être mieux encadré que ça. Regarde la mémé là, bien grasse, bien jolie. Ça c'est des bêtes, oui. Et les petits, n'inquiétez pas, vous avez encore quelques mois à vivre, bien longtemps, bien nourris, bien gras. Olivier a débuté par la fabrication de fromage. Mais aujourd'hui, il est devenu un spécialiste du porc gascon, une véritable passion qui lui est venue sur le tard. Et puis un jour, j'ai rencontré des éleveurs de porc gascon. Et puis là, c'est vrai que la couleur, l'aspect, tout ça, ouais, voilà. Je suis tombé amoureux et j'ai commencé avec mes premières truies il y a 3 ans. Oui. Et puis de là, aujourd'hui, j'ai 5 truies avec un verra et on en engraisse une 60aine par an, quoi. Si Olivier est tant attaché à ses bêtes, c'est que la race a failli disparaître. En 1953, on comptait plus de 10 000 porcs contre une centaine seulement en 1980. Il a fallu une véritable mobilisation des producteurs pour redynamiser la production de cet animal à la viande exceptionnelle. C'est une race qui a une viande persillée. À la ferme d'Olivier, on aime les bonnes choses et on le revendique. C'est le gras qui pénètre le maigre et qui donne cette tendresse et tout le goût à la viande. Quand je voyais des gens enlever le gras quand ils mangeaient un bon jambon, alors j'ai dit mais le gras c'est le meilleur. Le gras d'un porc gascon c'est merveilleux. Il faut le gras pour nourrir le maigre, c'est ce qui donne la saveur. C'est ce qu'il faut expliquer aux gens un peu qu'on ne jette pas le gras quand on mange un bon jambon, du vrai.
Et pour obtenir une viande de cette qualité, Olivier ne lésine pas sur les moyens. Sa plus grande fierté, l'alimentation qu'il procure à ses charmantes bêtes. En plus de la farine de maïs et de minéraux, il termine l'élevage avec une recette particulière. Ce qui est intéressant dans ces cochons, spécialement cet élevage, c'est qu'après, tu les finis aux châtaigneries avec les châtaignes là. C'est ce qui donne ce goût spécial là. C'est ce qui fait toute la richesse, la finition à la châtaigne, c'est exceptionnel. Là d'ici 15 jours, la châtaigne va commencer à tomber. Et donc là, ils vont passer entre 2 mois et demi et 3 mois, jusqu'à Noël quasiment, dans les châtaigneries. Ils vont te ratisser les châtaignes. Ah, ils vont ratisser les châtaignes. Et très important pour le porc gascon, de l'herbe. De l'herbe aussi. De l'herbe. Ça mange beaucoup d'herbe. Enfin, tu sais que... Beaucoup d'herbe. Comme une vache. Au total, Olivier élève ses cochons pendant 18 mois. Un travail de longue haleine, loin des pratiques du cochon industriel, dont l'élevage ne dure que 6 mois. Visiblement, Olivier ne regrette pas son choix. Il faut être patient, mais et alors, quand on comme on dit chez nous, plus c'est long, plus c'est bon. Oui. Et là, c'est le cas de le dire. Mais dans le Béarn, les porcs gascons ne sont pas les seules bêtes emblématiques de la région. Au nord d'Oloron, à Navarinx, ce sont les poissons qui tiennent le haut du pavé. Bonjour. Et aujourd'hui, notre incorrigible curieux Michel est ravi. Il va découvrir les secrets de la pêche au saumon, accompagné par Guillaume et André, 2 grands spécialistes des gaves béarnais. Un gave, c'est précisément le nom donné à un cours d'eau des Pyrénées, grand ou petit, calme ou torrentiel, avec souvent pour caractéristique d'être éminemment poissonneux. On en dénombre plusieurs dans la région, mais celui de Navarinx a une particularité. C'est une rivière unique en France, parce que c'est la dernière à accueillir des grands saumons. Et le saumon remonte ici? Tout à fait, oui. Ils naissent en rivière, ils descendent dans l'océan, ils grandissent dans l'océan, puis ils reviennent ici. Et en l'espace de 2 ans dans l'océan, il va prendre 30, 40, 50, 60 cm. Et donc quand il remonte ici, il fait 70, 80, 90 cm, voire plus. Il y a beaucoup de pêcheurs dans le Gave ici? On estime entre 750 et 900 pêcheurs qui pratiquent le Gave d'Oloron, vu le contexte que c'est-à-dire la rivière à grand saumon sur toute la France. Tant que ça quand même? Ah oui, tout à fait. Oui. C'est une activité économique parce que sur les 900 pêcheurs recensés, il y en a près de la moitié qui sont des touristes, c'est-à-dire des gens qui viennent passer au moins une nuit pour pêcher le saumon. Industrie économique, patrimoine, loisirs, dans cette région, la pêche au saumon est aussi et surtout une institution. Si bien qu'à quelques kilomètres de Navarinx, au barrage de Massay, une installation hors du commun a été mise en place pour les observer. Première étape, attirer les poissons. Quand il y a un barrage, les poissons ont du mal à remonter, surtout quand il est très élevé. Et donc il y a une obligation pour les propriétaires d'ouvrages de construire des passes, qui sont souvent des échelles de ce type-là et qui permettent aux poissons de monter. Alors pourquoi ils remontent là? C'est parce que le débit qui ressort un petit peu plus à l'aval est plus important et attire les poissons. Les poissons remontent ici, ils sont attirés par vont faire la boucle et souvent vont stabuler dans ces bassins que l'on voit ici. Ils vont rester ici un petit peu, puis ils vont monter, puis ils vont remonter pas par pas. Voilà. Les aventuriers au branchi vont alors passer dans un local de vidéosurveillance. Ce n'est pas encore le Nautilus, mais l'idée est là. Ça c'est beau. Voilà la fameuse caméra et le fameux aquarium qui nous permet de comptabiliser les poissons. L'aquarium de grandeur nature. C'est ça, avec des poissons sauvages et pas des poissons d'aquarium. Et rien n'échappe à l'œil avisé de Michel. Ces petits bouts de scotch là? Mais ces petits bouts de scotch, ils nous permettent de connaître la taille des poissons. D'accord. Il y a 50 cm. 50 cm. Voilà. Tout a été pensé pour rendre l'observation la plus efficace possible. Quelques images. Il y a un flash qui permet d'analyser à chaque fois qu'il y a une ombre qui passe. Et donc le travail de Yannick, c'est d'adapter. On peut voir ici le poisson passé. Le travail de Yannick, c'est justement d'essayer d'analyser quel est le poisson qui vient de passer. D'accord. Donc là, pour les gens qui connaissent, on arrive à peu près à savoir. C'était un saumon qui est passé juste avant. Je ne dis pas de bêtises. Et là, on voit des truites. On voit des truites qui remontent. Des truites. Fabuleux. Michel est comme un poisson dans l'eau. Laissons-le ajouter une nouvelle corde à son arc. Et retrouvons notre spécialiste du patrimoine culturel, Régine, devant un sanctuaire chargé d'histoire. L'église de Sarrance est un haut lieu du pèlerinage des Pyrénées béarnaises. Située dans la vallée d'Aspe, sur la route de Compostelle, elle a acquis sa renommée grâce notamment à une légende, bien entretenue par le frère Pierre, seul religieux à vivre encore dans le monastère. Il y a un frère
Pierre, c'est quoi l'histoire alors de Sarance ici? L'histoire de Sarance, elle me paraît très très bien expliquée dans cette chapelle qui s'appelle la chapelle Saint-Martin, avec les 2 bas-reliefs que nous avons ici. Le mythe raconte qu'un paysan retrouva un jour l'un de ses bœufs agenouillé devant une statue de la Vierge. Il la dépose alors à l'évêché d'Oloron, mais la Vierge, n'en faisant qu'à sa tête, a pris ses jambes à son cou. Et elle est venue ici, à Sarance, remontant le Gave, et le pêcheur la trouve au bout de sa canne pêche. Forte de cette renommée, Sarance a par la suite accueilli de nombreuses personnalités de l'époque. Parmi eux, il y a des hommes illustres. Louis XI est venu prier à Sarance. Il y a eu une réunion de 3 rois. Le roi de Navarre, le roi d'Aragon et le prince du Béarn, Gaston Phébus, pour essayer de trouver un compromis dans les différends qu'ils avaient entre eux. Et l'histoire dit qu'ils ont réussi, grâce à Notre-Dame de Sarance. La statue trône fièrement derrière l'autel de l'église. Mais aujourd'hui, le monastère est surtout une étape, plus qu'une destination. Ce cloître est à la fois lieu de vie et lieu d'accueil. Ici, le premier accueil, c'est l'accueil des pèlerins de Compostelle. Ah oui, on est sur le J'ai chemin, parlé du pèlerinage de Sarance, mais c'est vrai que Sarance étant sur voie romaine, était déjà en l'an 1000 marqué comme étape de pèlerinage de Compostelle. En continuant leur chemin, les pèlerins peuvent se rendre au village de l'Esquin, à quelques kilomètres de là. Sur la route, ils auront la chance de découvrir un fabuleux cirque de falaises en calcaire. Aujourd'hui, Régine marche dans leurs pas et y rejoint Nicole, notre guide de l'écomusée de la vallée d'Aspe. Si je te reçois ici, c'est pour te montrer aussi ces hautes cimes que tu peux voir ici derrière, dans ce glacier qui a formé toutes ces hautes montagnes. Tu as les aiguilles d'Anse-Aver ici, fortement connues, surtout pour l'escalade. On peut y aller là-haut, par exemple? Bien sûr. Ouais. Oui, oui. Tu as une âme de randonneuse. Un peu, ouais. Voilà, il y a un petit peu de dénivelé, tu sais, au niveau de l'Esquin. À 900 mètres d'altitude, l'Esquin est la plus haute commune des Pyrénées-Atlantiques et l'une des plus ruisselantes. Grâce à sa source et au glacier, l'eau abonde dans le village. L'Esquin, peut-être que tu ne le sais pas, mais c'est le lieu où coulent les ruisseaux. Et ça tombe bien, tu t'arrêtes à un endroit et puis là, tu entends que l'eau. Aujourd'hui, le village ne compte plus qu'une centaine d'habitants. Mais les traces du passé rappellent aux pèlerins la dure vie d'un village de montagne d'autrefois. Le lavoir. Le lavoir, et oui, le lavoir parce qu'on devine encore la pierre qui plonge dans l'eau et c'est la pierre sur laquelle on frottait le linge, quoi. Mais tu sais, je ne regrette pas la machine à laver. Quand on sait vraiment ce que pouvaient vivre ces femmes lorsqu'elles arrivaient dans un lavoir, le lavoir, c'était le règlement de compte. Tout se disait devant les lavoirs. Puis la femme juvénile, c'était son lieu d'initiation. Pour la maîtresse femme, c'était plus le lieu d'observation et d'affirmation. Vous savez, si la jeune savait bien laver son linge. Mais c'était l'occasion aussi de colporter les nouvelles. Tu t'imagines les femmes qui repartaient dans le village portant son linge, eh bien, on transmettait les messages dans les maisons. Tout s'est changé. Pendant que Régine et Nicole papotent au bord de l'eau, rejoignons Henri, notre ambassadeur de la bonne cuisine. Nous sommes toujours dans la vallée d'Aspe, mais un peu plus en hauteur. C'est à 1600 mètres d'altitude qu'Henri retrouve Marion. Cette maman de 2 enfants fabrique du fromage de brebis depuis 15 ans. Mais attention, pas n'importe lequel. De l'osso irati, un fromage à pâte pressée, non cuite, fabriqué exclusivement dans les Pyrénées. Après avoir tressé brebis et mis le lait à cailler, Marion le brise et le brasse pendant une vingtaine de minutes. L'objectif, il est de sécher doucement le grain. Donc on a des grains assez fins. J'ai un parfum d'herbe de montagne comme ça, là, c'est bon ça. Et ça, c'est super. Car chez Marion, on fabrique un fromage d'estive, c'est-à-dire que les brebis sont gardées dans les montagnes pyrénéennes et profitent de l'altitude pendant la période de transhumance entre juin et septembre. Ce qui fait le fromage, c'est quand même, avant tout, c'est la flore, les ferments lactiques. C'est toute la variété d'herbes de montagne qui font cette qualité du fromage. Qui font la qualité du fromage. On a presque envie d'attendre, se dépêcher pour le goûter. Là. Non, il faut du temps pour le fromage, il faut du temps pour qu'il ait vraiment des bons goûts, des bons parfums. Ce qui en fait le nec plus ultra des fromages, n'est-ce pas Henri ? Nous, on a fait le choix de rester aussi à la ferme au Chaudron parce que j'aime ça, toucher le caillé, ressentir comment il sèche, comment il évolue dans le chaudron. C'est un choix.
Après, ça change pas forcément au goût, hein, que ça soit fait. Voilà. On a l'impression d'avoir un fromage plus personnel. Oui, moi personnalisé, voilà. Je dis toujours qu'il faut goûter le fromage parce que chaque fromage est différent. Chaque fromage évolue différemment, on l'a affiné. Heureusement, ça évite cette uniformité que l'on trouve dans un fromage industriel et semi-industriel. Et regardez, hop, ça va. Voilà. Marion laisse reposer le lait caillé 10 minutes avant d'entamer la partie délicate de la fabrication. Ça, c'est des gestes que j'ai mis beaucoup de temps à apprendre parce que c'est vrai qu'il faut pas se manquer, il faut y aller tout doucement. Si on voulait découvrir le secret de la fabrication du fromage, il faudrait mettre les caméras dans le petit lait. Ouais, il faut mettre les mains. Soyons fair-play et gardons ce secret intact. Ça y est. Ah, le bébé arrive. Le bébé arrive. Un beau bébé de 5 kilos qui demande encore quelques soins et attention. C'est un vrai travail de kinésithérapeute, là, parce que, on se fait les bras. Les bras, hein. Pas besoin de faire de la musculation ici. On va aller faire un fromage impeccable. Une fois le fromage emballé, il reposera plusieurs heures pour que les ferments travaillent avant de s'affiner plusieurs mois dans le saloir. Une pièce particulièrement humide qui donne un goût inimitable au fromage de Marion. Il faudra donc attendre un peu, Henri, avant de pouvoir le goûter. Décidément ici, la patience est mère des vertus. Dernière étape pour Marion, se débarrasser du petit lait. Et la jeune femme fait des heureux. Allez. Hop, 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 hop. Bon, c'est bien, hein, ils aiment ça, ils adorent le petit lait. Ah, allez, le sac que je monte sur la côte. Et... Mais dans le Béarn, tous les bergers ne suivent pas la transhumance traditionnelle. Certains optent pour une organisation plus simple et plus pratique. C'est avec notre amoureux des grands espaces, Jean-Mi, que nous rencontrons Gérard, un berger de la vallée d'Arrête. Bonjour Gérard. Bonjour Jean-Mi. Bonjour. Salut Bertrand. Ta particularité, toi, Gérard, c'est que tu ne montes pas en montagne, toi. Non, moi j'envoie les brebis seules dans une montagne basse. Pourquoi je ne suis pas la transhumance traditionnelle? Parce qu'il faudrait une autre personne pour rester dans la cabane, s'occuper des brebis. Là où il y a de la main-d'œuvre, ils peuvent envoyer une personne ou prendre des jeunes bergers qui viennent de la ville comme salariés. C'est des bergers qui sont là, ils n'ont pas de bétail en fait, et c'est plusieurs éleveurs qui forment un troupeau et qui lui donnent en garde. Voilà. Au début, ça paraissait un peu farfelu parce que les gens qui viennent de l'extérieur dans le Béarn, et on pense tous que c'est des doux rêveurs, mais je pense que l'avenir va être dans là, malgré tout. Mais pour faire face au manque de main-d'œuvre, Gérard peut compter sur un fidèle allié, son chien Gump. Un nom qui n'a pas été choisi tout à fait par hasard. Stop, stop. Il y a un film Gump Forest, court Gump. Court Forest. Ouais, et il court très très vite. D'accord, tu vas me montrer alors. Ouais, c'est facile. Hein. Allez. Gump, droite. Il doit rapprocher les brebis sans brusquer. Le plus calmement possible. Et comme ça, les bêtes sont réceptives aussi aux ordres. Voilà. Normalement, si elle nous passe devant, là, eh bien, le chien contourne tout seul. Gump, droite. Et il repasse devant. Ouais. Ah ouais, c'est impressionnant. Précisons que Gump est un border collie, un chien de race écossaise considéré comme le meilleur pour rassembler et conduire les moutons. Démonstration. Stop. Stop. Et pour bien diriger son collègue de travail, Gérard module le son de sa voix. Du coup, tu as différentes intonations de voix, en fait, en fonction de ce que tu veux voilà, parce que des fois, on s'énerve et on ne se comprend pas avec le chien. Beaucoup de fois, c'est lui qui a raison par rapport à nous. Et pour ne pas donner de l'émotion dans les commandements, j'utilise le sifflet. Ah ouais, le sifflet, d'accord. Ouais. Pour la droite, le chien est parti. Il se positionne en face de nous. Pour la gauche, c'est les deux sons, mais inversés.
Eh bien, c'est un velouté, ton chien. Hein. Quand on a un chien comme ça, après, on pense à la génération suivante. Un chien de berger peut gérer des brebis jusqu'à ses 9 ans. Et bien qu'il n'ait que 3 petites années d'expérience, Gump accueillera un stagiaire à former d'ici quelques semaines. Dans le Béarn, on n'est jamais trop prudent. Retour à Oloron-Sainte-Marie pour découvrir un autre emblème de la région, le béret. Michel a le sien bien vissé sur la tête lorsque nous le retrouvons en plein cœur de l'usine Lolaire, fabricant mythique du béret 100% français. On est au cœur de l'atelier de tricotage. D'accord. Et voilà, un métier à tricoter. Grâce à Serge, employé de l'usine depuis 32 ans, Michel va découvrir les coulisses de la fabrication de son béret. Installée depuis 1840, l'entreprise a fait les beaux jours de l'industrie du Béarn. Béret classique, modèle féminin, la marque est une institution de mode que tout le monde connaît. Ce que l'on sait moins, c'est que les armées du monde entier s'arrachent ces bérets en laine à la qualité exceptionnelle. En moyenne, dans un béret de l'armée française, il y a entre 550 et 650 mètres de fil. Ça dépend de la taille du béret. Cette laine d'où elle vient? Le fil vient de Brassac, dans le Tarn. D'accord. On a un filateur qui est là-bas et qui nous fabrique le fil. Chez Lolaire, la tradition est primordiale. Les techniques de fabrication n'ont donc pas changé depuis 170 ans, à quelques exceptions près. Alors ça, c'était une opération qui avant était manuelle et qu'on a fait automatiser sur ces machines. Pourquoi? Parce que c'est des machines qui ont été construites ici à la fin des années 80. C'est vous qui les avez fabriquées? Voilà. Mais ça n'est jamais qu'une adaptation de métiers à tricoter. Oui, qui a été modifiée, quoi. Qui ont été modifiés. Pour les besoins. Puis, le tricot est teint grâce à des mélanges de pigments. Une recette mise au point par Lolaire et dont le secret reste bien gardé. Cette machine, elle a quand même la capacité de pouvoir, dans un premier temps, feutrer des articles, donc les tricots, qui deviennent bérets, puisqu'ils ont été feutrés. Et là, bon, on a terminé, si tu veux, le travail de teinture. La machine a essoré et on va la vider. C'est pas mal, hein? Ça dégringole, oui. Ça fait une grande machine à laver, quand même. Hein? Grande machine à laver. Serge ne laisse aucun répit à Michel, qui en prend plein les yeux. Notre ambassadeur aura même le privilège de découvrir les outils à partir desquels les chapeaux sont créés. Format béret, format casquette ou format bob. Il y en a pour tous les goûts. Alors, petit orgueil, hein, petit orgueil. Hein. Tout ceci vient des Pyrénées-Atlantiques. Hein. Ah oui, c'est encore mieux. Jurançon, Bayonne. Et Bayonne, d'accord. On fait la teinture Foulon. Teinture Foulon, oui. Et maintenant, je vais te montrer l'enformage. L'enformage, c'est la fabrication de la forme du béret. Et pour arriver à l'aspect voulu, il faut faire monter la température. Alors, cette machine, si tu veux, nous permet de faire monter le béret à plus de 130 degrés. Tu vois la différence? Oui. D'un côté, je vais dire qu'on a chauffé le béret. Vas-y, touche-le, tu vas voir. Hein. Tu vois, il est... Et de l'autre côté, le béret a été enformé et séché. Toutes ces étapes de fabrication demandent du temps. Au final, il faut en moyenne 8 heures de travail pour fabriquer un seul béret. Tous les bérets sont vus et travaillés par des paires d'yeux et des paires de mains différents. Et à chaque fois, on a un contrôle qualité. On vérifie si effectivement il est conforme à notre demande. Grâce à cette exigence de fabrication, la longévité des bérets Lolaire est impressionnante. Michel, lui, était un tout jeune homme lorsqu'il a acheté le sien. Tu vas montrer ton béret. Ah, mon béret. Et tu m'as expliqué qu'il avait une quarantaine d'années. Oui, mon béret, il a 40 ans. Et bien, regarde bien. Ouais. Ah, moi je ne connaissais pas cet écusson. Et bien là, on va t'offrir un béret et ce sera reparti pour 40 ans. Ah ben merci beaucoup, ça c'est sympathique. Oui. Là encore, les finitions sont effectuées à la main. Et là, il est beau, hein? Ouais. Allez. Bon, ben, on est parti. Et pendant que Michel défile avec son beau béret, les cloches de la cathédrale d'Oloron-Sainte-Marie résonnent. Au pied de l'édifice, Régine, notre spécialiste en patrimoine culturel, rejoint Virginie, une de ses collègues expertes en histoire de l'art. Bonjour Virginie, salut. Ça va? Tu vas bien? Oui. Oui. Soleil. Prête pour ce petit tour de la cathédrale? Allez, prête pour le tour. On va pas aller très loin parce que regarde, déjà rien qu'ici, j'en ai déjà énormément à te montrer. C'est comme une bande dessinée, on dirait. Hein? Exactement. Le portail, c'est vraiment la renommée de l'édifice et ça raconte toute une histoire. Tu as tout un banquet
organisés en Béarn et des musiciens qui jouent de la musique. Et dans ce que je vois là, c'est qu'en fait, dans le banquet, on a des choses qu'on retrouve encore, du sanglier, du fromage, c'est quoi, du saumon, le poisson? Du saumon, puisque hein, tu le sais bien, on est sur le territoire du saumon ici, entre Oloron et Navarinx. C'est très vivant en tout cas. La cathédrale d'Oloron-Sainte-Marie vit sa grandeur de gloire en 1998, lorsqu'elle est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Son plus gros atout, être située précisément au croisement de plusieurs voies sur le chemin de Compostelle. Donc la vocation de Sainte-Marie d'Oloron, de cette cathédrale, c'est bien d'accueillir des pèlerins alors. Hein? Exactement. Et justement, là en fait, tu es en train d'emprunter ce qu'on appelle un déambulatoire. C'est en fait un chemin qui fait le tour de l'autel et les pèlerins l'empruntent toujours dans le même sens. Comme ça, ils ne se croisent pas, ils ne se piétinent pas. Et on est justement ici à Oloron, à la croisée de la voie d'Arles et de la voie du Piémont. Donc on a la chance d'être à un carrefour assez important. Ouais. Et tous les chemins mènent à Saint-Jacques. Hein? C'est pas ça qu'on dit? Tout à fait. Construite au XIIe siècle, grâce notamment au butin des croisades, le somptueux bâtiment abrite les reliques du premier évêque d'Oloron, Saint Gratte, qui, même s'il vécut au Ve siècle, a visiblement profondément marqué les esprits. Malgré son statut d'évêque, il élevait des canards chez lui et il les donnait aux familles les plus pauvres. D'accord, donc il a laissé un bon souvenir. Exactement. Et sache d'ailleurs qu'aujourd'hui on fête toujours Saint Gratte et que le premier dimanche des fêtes, chaque famille du quartier mange du canard pour se souvenir du saint. Ah oui, comment on dit Louguit, non? Louguit, exactement. L'emblème des fêtes d'ailleurs. Le Béarn, justement, est particulièrement représenté dans cette cathédrale aux multiples surprises. Cette crèche, déjà, elle a un mystère, c'est qu'il manque des panneaux sur les côtés et on ne sait pas où ils sont. Ah. Donc si ça se trouve un jour, on va les retrouver chez un antiquaire, on ne sait pas. Ça déjà, c'est assez mystérieux. Et ce qui est surtout super intéressant, c'est que chacun des personnages que tu as là, en fait, il représente un rang social de la société béarnaise au XVIIIe. Et la vache, c'est le symbole du Béarn, hein, c'est ça? Tout à fait, de même que le béret, hein, qu'on voit très bien sur deux des bergers. C'est beau, donc si on trouve un bout de crèche, il faut t'appeler, c'est ça? Exactement. D'accord. Virginie, en guide avisée, a gardé le meilleur pour la fin. Alors, je t'ai parlé du véritable trésor. Oui, le trésor avec un grand T, c'est celui-là. Celui que tu vois là, c'est un vêtement du XVIe, pas n'importe lequel. C'est François Ier qui nous l'a offert. Rien que ça. Et il a été malin, il a laissé beaucoup d'indices. Sur chaque vêtement, tu as des petites salamandres, son emblème, qui sont cachées. Je te laisse les chercher. Il faut les chercher. Allez, je cherche. Au-dessus des voûtes bleues, ça ne te dit rien? Là, ici, là, ouais. Exactement. Ouais. On en a partout. Tu en as donc ici. Oui, sur chacune, ouais. Mais tu en as aussi sur ces décors, en symétrie. On a à chaque fois la tête, les deux pattes et la queue. Ah ouais. Ah, puis il y a des coloris superbes encore. Hein, sur les... Exactement. Laissons Régine admirer le travail d'orfèvre et rejoignons Henri. Notre bon vivant n'est pas très loin, à quelques mètres seulement de la cathédrale. Aujourd'hui, Henri reste en famille, car c'est son gendre Michel qu'il retrouve pour une séance de pâtisserie. Cette fameuse artigarelle. Je ne vais pas tout te dire, mais on va aller voir ça. Une partie. Voilà. Dans le Béarn, la douceur phare et emblématique qui termine les repas de fête a un nom, le russe. Étrange pour un gâteau emblème de la région pyrénéenne. À l'époque, dans les années 20, les meilleures amandes venaient de Crimée. Voilà. Et donc, comme le gâteau est composé à 70% d'amandes, nous avions décidé, moi j'étais pas là évidemment, mais ils avaient décidé à l'époque de l'appeler le russe parce que de par son élément de composition principal et d'autre part parce que c'était un gâteau plat, comme un peu les plaines enneigées de Russie et qui était sucré au sucre glace blanc, voilà, ça pouvait rappeler un peu ça. La neige d'un côté, les amandes de l'autre. Voilà. Le russe est composé d'une crème au beurre pralinée entre deux couches de biscuits. On n'en saura pas plus. Chez Artigared, le secret de fabrication est bien gardé et uniquement transmis dans la famille depuis 1920. Si vous voulez, il y a à peu près 50 étapes de fabrication différentes et moi personnellement j'en fais une trentaine. Voilà. J'amène un produit semi-fini ici et les employés finalisent le gâteau. En définitive, tu es seul aux commandes là. Oui, voilà. Bon, effectivement. C'est important parce qu'en définitive, si tu n'es plus là, il n'y a plus de russe.
Après avoir cuit les biscuits, Michel fait appel à son doigté de maître pâtissier pour étaler la crème fondante à souhait. Donc on va passer à l'étape où on met la dose de crème. Bon, c'est à l'œil, hein, honnêtement. Ah oui. On ne pèse pas, on n'est pas dans une pharmacie encore. Oui, d'accord, oui. Et le but du jeu, c'est d'arriver à ce que le gâteau soit bien plat à la fin. Donc tu vois, je fais une petite boule devant moi avec la pointe du couteau jusqu'à obtenir un gâteau bien lissé pour pouvoir insérer le biscuit sur le dessus de ce gâteau. Et maintenant, c'est à toi de jouer. Oh oh, mais c'est du travail d'artiste, ça. C'est une habitude à prendre. Quand on aura fait à peu près 1000 ou 1500, je pense que je pourrais voir si je te propose un CDI ou non. Oui, oui. Il vaut mieux un CDD avec moi. Un CDD. Oui, oui. Je ne pousse pas la boule, moi, je n'ai pas le même... C'est pas la même technique. Pas la même technique, mais peut-être que je suis en train d'inventer une nouvelle technique. Avant qu'Henri ne se sente pousser des ailes et décide de breveter sa méthode, Michel termine l'assemblage du gâteau. Et en fait, c'est un jeu de Lego, donc ça va te rappeler ton enfance. Oui, c'est vrai. Il suffit juste de faire de la superposition, voilà, tout simplement. Il n'y a rien de plus simple. Ça me ramène presque 60 ans en arrière. Quand j'étais avec ton arrière-grand-père ici en train de regarder de mes hauts quelques centimètres la fabrication des Russes quand même. Mais là, je n'avais pas encore enregistré à l'époque. C'était aussi bon. Espérons qu'Henri retiendra mieux sa leçon d'aujourd'hui. Donc en fait, je vais te lancer un petit défi. Je vais en décorer un et tu en décoreras un toi aussi. Ah oui. Voilà, donc tu vois, c'est facile. Ici, on fait une petite chaîne assez discrète. Voilà. Il faut aller bien au bord du gâteau. Et ensuite, il faut écrire le russe, bien sûr. Donc, tu vois, c'est aussi simple que ça. Voilà. Maintenant, à toi. Bon, je ne sais plus par où il faut démarrer. Voilà, tu démarres en bas, ici, par ici à peu près. Oui. Essaye de tenir la poche plus droite. Oh là là! Alors ça, c'est un russe. Il est un peu chinois, quoi. Ah! C'est pas mal. C'est pas mal. Donc tu vois, maintenant on va le sucrer. Ah ça je sais faire. Voilà. On dirait la neige quoi. Hein, c'est un peu ça. Et la signature est différente, mais la finale c'est bon à la rigueur. Hein. Voilà, je vais finaliser les autres. Pas sûr que Michel partage votre avis, Henri. Donc Henri, bon, celui-là je vais te l'offrir parce que je pense que pour la vente... La signature n'est pas la bonne. C'est foutu. Qu'à cela ne tienne, quoi de mieux pour soigner sa déception que de déguster une douceur maison. Ah. Ça fond dans la bouche, c'est comme ça, toi. Quand on a mangé un morceau, on a envie d'en reprendre un autre immédiatement. C'est le but du jeu. Hein. Le but du jeu, hein. Voilà. Okay, bon. Et pour accompagner ce gâteau d'exception, Michel et Henri n'hésitent pas à déguster un petit verre de vin local, dont les Béarnais sont friands, le Jurançon. C'est avec l'infatigable Michel que nous partons à la découverte de ce vin blanc au domaine viticole Girardel. Ici, le vigneron est une vigneronne. Bon, je vais voir comment se comporte la future vendange. Après une carrière dans l'intelligence informatique, Françoise a délaissé ses tailleurs et ses équations mathématiques pour reprendre le domaine de son père, au cœur du Piémont pyrénéen, qu'elle aime tant faire découvrir aux autres. T'as entendu parler du terroir? Oui. Tu sais un peu ce que c'est le terroir? Non. Parce qu'on s'imagine c'est la terre, mais c'est pas que la terre en fait. Bon, c'est la terre, c'est le climat et c'est le travail du vigneron. Donc c'est tout un ensemble et c'est ça le terroir. Et du coup, on essaie de trouver un peu ce sol dans le jus de raisin et après dans le vin. D'accord. Là, ça mûrit bien, je suis contente. Ouais. Tu vois là, c'est bien. Bien doré. Tu veux goûter? Tiens. Oui. Donc là, pour goûter, ça aussi, on va goûter, on va écraser le raisin dans la bouche et on va essayer de goûter séparément la peau et le pépin. Donc si la peau, là, elle va être encore dure, la peau, et ça va être un peu acide parce que c'est pas mûr. Et le pépin, il va être amer parce que c'est pas mûr. Mais quand c'est mûr, c'est comme ça qu'on commence à goûter. Voilà. Ah, effectivement, on trouve le goût de la peau différent quand même de celui de... Ah oui, là, elle est épaisse encore. Ouais, elle est épaisse. Et puis c'est épaisse, c'est épais, c'est encore épais. Mais ça vient, hein. Je suis surprise. C'est plus mûr que ce que je pensais.
Ah oui? Ça s'annonce bien, ouais. Ça avance bien. Le Jurançon peut être sec ou moelleux. Ce vin est produit uniquement dans le sud-ouest de la France, sur un territoire délimité d'environ 10 000 hectares, au microclimat bien spécifique. À partir de maintenant et jusqu'à fin novembre, oui. On a une arrière-saison superbe. C'est presque la plus belle saison dans le Béarn. Soleil, il fait doux et on vent a du le sud fun. aussi. Voilà, Ouais, le fun qui souffle. Ouais. Et donc c'est lui qui va nous faire sécher les raisins et qui fait, alors le terme technique, tu l'as peut-être entendu, oui, j'ai entendu, mais je me rappelle pas bien. Passerillage. Donc il passerille les raisins. C'est-à-dire que le vent va sécher les raisins, va concentrer les sucres. Voilà. Donc il sort l'eau de l'intérieur. Voilà. Mais t'en sais des choses. Pas beaucoup, mais oui. un petit peu. Il sort l'eau de l'intérieur de la pulpe. Quoi. Voilà. Pour proposer un vin d'exception, Françoise a opté pour des installations modernes, avec des méthodes de fabrication ancestrales. Le tout dans ce chai vieux de 300 ans. Ce qui est très important chez nous, c'est les fermentations. On fait des fermentations naturelles. D'accord. C'est-à-dire qu'on va juste mettre le jus de raisin en barrique et on laisse les levures se développer naturellement. Donc tu peux avoir plusieurs souches de levures. Ces levures, elles viennent de la peau du raisin et du mûr du chai. Comme c'est un vieux chai, voilà, c'est... Moi, ce qui me surprend, c'est ce qui m'a surpris, c'est les barriques. La fermentation en barrique. Et oui. Ben, tu vois, on est très peu à le faire parce que c'est quand même un boulot de fou, parce qu'il faut suivre à chaque barrique. Au lieu d'avoir une grosse cuve où tu mets tout et tu as une cuve à gérer, là on a 50 barriques, 50 petites barriques à gérer. Donc c'est quand même un boulot. Et donc ce qui va être intéressant, parce qu'on n'est pas juste des masos, on ne fait pas ça pour s'occuper, c'est chaque levure va développer ses propres arômes. Et dans chaque barrique, on va avoir des arômes différents. Des arômes différents, d'accord. Et c'est ce qui va faire la richesse de nos vins. Tout à fait. Si Michel écoute attentivement Françoise, il ne perd pas le nord pour autant. Ça me donne soif. On peut le goûter, ton vin? Oui, et tu sais ce que je vais te proposer? On va aller dehors, parce que là, il fait super bon. Oui. On va se prendre un bout de jambon et on va aller le goûter dans les vignes, au-dessus des vignes. Tu vas voir, c'est super. On a une super vue, là. Et tu vas revoir tes Pyrénées un peu. D'accord, merci. Allez. Le mieux, c'est d'utiliser le coffre. On sera bien, ça va servir de table. Tu vas voir, c'est super pratique. Regarde, on n'est pas bien là. Oui, tout à fait. À quelle époque vous l'aviez vendangé, celui-là? Fin octobre. Je t'en mets juste un peu, parce que... Après... Françoise, inépuisable, continue son cours particulier durant la dégustation. Voilà, donc là, c'est un moelleux, mais tu vois, il n'est pas très sucré. Ça, c'est typique Jurançon quand même, d'avoir des vins pas trop sucrés. Du coup, tu prends un bout de jambon, l'acidité du vin va libérer les arômes qui sont captés dans le gras du jambon. La légende raconte que le roi Henri IV était friand de Jurançon. En serait-il de même pour Michel? Oui, c'est super bon. Alors ça marche, il y a le même phénomène qui se passe sur le brebis, sur l'osso irati. Là. C'est très bon, une goutte de Jurançon moelleux sur l'osso irati, tu libères des arômes que tu n'as pas si tu manges le fromage tout seul. Fromage, montagne, bon vin et soleil. Pour Françoise et Michel, décidément, la vie est belle. On n'est pas bien là dans tes vignes? Oui, en plus c'est la fin de journée, c'est paisible, j'adore ce moment. Et c'est beau le Béarn.